Bienvenue à vous, je suis Laurence Garcia et tous les mois dans Entre eux et nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de solidarité et de transmission entre les générations. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. On a tous en mémoire un cours de solfège le mercredi, l'abonnement à la bibliothèque du samedi ou un match de foot le dimanche. Alors en quoi la culture participe-t-elle à l'éducation ? Quelles valeurs transmettons aux plus jeunes à travers des activités physiques ou sportives ? Dans ce nouvel épisode, nous allons parler esprit de famille et musique, une même partition pour grandir ensemble. Bonjour Serge Effez. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine, psychanalyste et thérapeute familiale. Avec vous, nous allons voir en quoi la pratique culturelle participe à la fabrique de la famille, pour reprendre un titre d'un de vos anciens ouvrages. Mais juste avant, Serge Effez, je vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune maman qui n'imagine pas la famille sans musique, vous allez le voir. C'est un reportage signé Karine Lelouette. Des airs repris en famille au repas de Noël, un goût pour le jazz hérité de son père, un refrain de rap appris de ses enfants. Dans beaucoup de familles, la culture musicale circule librement entre les générations. Dans certaines, c'est même la pratique de la musique qui se transmet, comme une passion contagieuse. C'est le cas dans la famille d'Anne-Claire, musicienne à Nancy. Si elle a autrefois partagé sa passion avec son père, elle joue aujourd'hui avec ses enfants au sein d'une fanfare de la ville. Bonjour, vous avez trouvé ? Ouais, sans problème. Entrez. Je suis Anne-Claire, j'habite à Nancy et je suis donc la maman de Marius et de Théophane. Mes parents avaient à cœur en fait de nous inscrire avec mon frère et ma sœur dans des activités musicales. Je sais pas du tout d'où ça vient parce que mes parents sont plutôt issus en plus d'un milieu ouvrier, pas du tout culture musicale, pas du tout. Donc je sais pas. Mais voilà, moi à 6 ans j'étais au solfège et au piano, j'ai commencé par faire du piano. Après, j'ai fait une année de hautbois, c'était horrible. Au conservatoire de Nantes, c'était horrible. Les profs étaient vraiment durs, enfin, ils encourageaient pas beaucoup. Puis, je me souviens, le hautbois, faut le porter comme ça. On a notre pouce droit qui maintient le hautbois avec, je sais pas comment on appelle ça, une clé. Et j'avais mal au pouce, et puis il m'avait dit, de toute façon, tu verras, ton pouce, il sera tordu, c'est normal, c'est comme ça avec le hautbois. Moi, je me souviens, j'avais 7 ou 8 ans, je me dis, bah, non, moi, j'ai pas envie d'avoir mon pouce tordu, quoi. Et puis l'examen s'était pas bien passé, il m'avait dit que j'étais nulle, de toute façon que voilà, ça servait à rien de continuer. Et après en fait j'ai arrêté, de toute façon on a déménagé et on partait donc en région parisienne. Et là j'ai fait 4 années de guitare classique, en école de musique. Vraiment ça s'est bien passé, c'était sympa. Et après on a déménagé encore à Mulhouse et là j'ai commencé le saxophone. Et alors c'est un instrument qui m'a plu alors que là, de nouveau, j'étais au conservatoire et franchement, pareil, je me faisais disputer parce que je travaillais pas assez. Et puis, l'argument de passer mon brevet, par exemple, j'étais en 3e, c'était pas un bon argument pour pas travailler. Et donc, je suis sortie du conservatoire. Je me demande si on m'a pas dit de sortir du conservatoire, quoi. Puis après, de toute façon, adolescent, j'ai arrêté de faire de la musique. Et j'ai repris bien plus tard. C'est enceinte de Théophane que j'ai pris des cours de piano à la maison. Ça m'a remis dans la musique. Et une fois adulte et puis sortie du contexte familial, ça a été plaisir. Vraiment, en fait, c'est bien de savoir jouer de la musique. Et ça a été une autre façon de faire la musique et du coup, une redécouverte de la musique. Et on s'est retrouvés en fait à jouer pendant une année avec mon copain de l'époque, qui est quand même le papa des enfants, qui faisait de la guitare. Moi, j'avais repris le saxophone. On avait un copain qui était aussi à la guitare. Le copain de ma sœur qui était à la batterie et mon père à la basse. Parce que mon père, il s'est mis à faire de la musique à la retraite. Il a dit, je vais faire de la musique. Il n'en avait jamais fait de sa vie. Et pendant 1 an, on allait s'entraîner toutes les semaines. On répétait dans la cave chez mes parents pour en fait pouvoir faire une prestation le jour de la fête de la musique. On s'installait à Nancy. À l'époque, on pouvait s'installer où on voulait. On était tous issus plus ou moins de formation musicale quand même, sauf lui. Et c'est vrai qu'on a des fois fait beaucoup d'efforts, beaucoup de patience pour dire attends, là t'es complètement hors rythme. Ah mais non. Alors ou alors continue comme ça, c'est nous qui allons te suivre. Oui c'est vrai. Ouais c'est vrai qu'il y avait de cette transmission là, à l'inverse en fait. Et je pense qu'il a été très heureux de participer à ça. Il en fait encore ? Non, il est décédé mon papa.
Il a continué à jouer de la guitare longtemps. C'était chouette de partager ça. Quand Théophane a eu l'âge de faire de la musique, j'ai trouvé complètement naturel. Je dis, voilà, tu choisis un instrument de musique à faire. Donc il a fait une année de guitare. Et il a arrêté parce que ça se passait pas super bien. Et tu continues un instrument, j'ai un saxophone si tu veux. Il a dit d'accord. Et Marius, lui, il a commencé plus tôt que Théophane. Au conservatoire, il propose en fait des ADI, des ateliers de découverte instrumentale, où pendant 1 an, les enfants vont rencontrer plusieurs instruments pendant 3 séances. Et l'idée, c'est de les guider dans le choix de l'instrument. Donc c'est comme ça qu'il est rentré, qu'il a commencé la clarinette. C'est moi qui commence et toi tu poursuis. Non, moi je fais ça. Oui. Et dès que j'ai fait ça, tu fais ça. Ouais, d'accord. Et là, je fais ça et je poursuis. Comment tu le trouves, le son de la clarinette? Je le trouve très joli. Doux, comparé au saxophoniste qui l'aime pas. Ça crie pas et c'est sympa, c'est pas trop aigu et c'est pas trop grave, c'est bien. Après, il faudrait qu'on révise un peu parce que... Moi ça va, mais... Vas-y. Ah bon, vas-y. Oui, ça va. Vas-y, toi. Alors, je reprends des cours en école de musique de saxophone quand les enfants sont petits. Et là, ma prof me parle de cette fanfare des enfants du Boucher en disant voilà, c'est une nouvelle fanfare qui se met en place à Nancy, va voir. Et puis moi, pas très rassurée. Et je me souviens que la première fois où je suis arrivée, je connaissais personne. Et c'est une grande salle. Et en fait, les pupitres des saxophones sont au bout de la salle. Et je me dis, il faut que je traverse toute ça. Je connais personne là. Et en fait, tout de suite, les gens, salut, comment tu t'appelles, tu joues quoi? Super, t'es là, génial. Un autre ténor qui arrive, voilà, les ténors sont là. Et puis voilà, chacun se présente. Puis après, on y reste. On y reste, on est heureux de se retrouver. C'est chouette, ça fait une famille, quoi. En fait, on est là pour se faire plaisir. C'est du loisir. On n'est pas là pour attention, ça va pas, prochaine fois, faut que tu bosses. Pas du tout ça. En fait, on est tout le temps bienvenus, quoi. J'ai dû trouver ça tellement génial que je lui ai dit, Théophane, il faut que tu viennes. Viens, puis on va jouer ensemble. Mais on n'est pas que tous les deux, on est nombreux. Je pense qu'il n'avait pas très envie de jouer avec moi tout seul. Mais tous ensemble, c'était possible. C'est dans ce sens-là aussi que j'ai proposé à Théophane de venir jouer ensemble, pour qu'il vive ça, que la musique, ça se joue ensemble. Théophane est venu comme ça lui a plu. Et Marius, en fait, quand son frère a adhéré à la fanfare, il a dit « Ah non, mais moi je veux y aller aussi. » Mais Marius, en fait, t'as pas le niveau, mon chéri. T'as même pas terminé ta première année. Il faut au moins 3 ans de pratique instrumentale. Et il avait tellement envie que j'ai été voir du coup Christelle qui s'occupe des clarinettes. J'ai dit voilà. Et elle m'a dit écoute, pas de problème, je vais lui modifier les partitions pour qu'il vienne. Et il avait 8 ans. Puis du coup, le concert de la Saint-Nicolas, c'était merveilleux, quoi. Je te rends compte, Marius, t'as 8 ans, t'es à l'opéra. Pour un concert, on joue devant, je sais pas combien de personnes sur la place d'Anne, mais c'est quand même incroyable. Quelle chance! Ah ouais, il était fier. Oh, il était fier. Le tablier qu'il a gardé pour rentrer, qu'il voulait pas enlever, puis il revient avec sa clarinette sur le dos. On sent que, voilà, fier de ça, quoi. J'appartiens à ça. J'appartiens à cette fanfare-là. Bon, voilà, je trouvais important de leur transmettre cette envie-là. Et moi, aujourd'hui, je vois Théophane, il m'apporte maintenant. Il a un meilleur niveau que moi. Donc c'est lui qui vient m'apporter des choses. Et je trouve que, on partage, comme on partagerait
Ouais, un sport où ça renforce les liens dans ce domaine-là, dans le domaine de la musique. Et ta mère, elle t'apprend encore des trucs? Non, c'est fini ça. C'est vrai. T'es meilleure qu'elle? Ça dépend. Ouais. J'ai pas l'expérience. Ouais, mais t'as des notions que moi j'ai pas du tout. Et puis même en dextérité de l'instrument aujourd'hui, Oui. tu sais déchiffrer des partitions hyper rapidement. Moi je sais plus faire ça quoi. C'est des moments passés ensemble, ouais. Des souvenirs qu'on a, des moments exclusifs en fait finalement parce que il y a que ceux qui y participent qui partagent ce moment comme ça. Il y a quelque chose qui transcende en fait. Des fois ça dure pas longtemps. Mais alors, on est comme en osmose tous ensemble avec la musique, l'instrument. Et ça, c'est incroyable. On a la chair de poule, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui passe dans le corps, dans quelque chose de plus que juste nous avec notre instrument, quoi. C'est vraiment l'ensemble. C'est pas tout le temps. Mais alors, quand ça arrive, il faut être là pour le ressentir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on n'a pas ça quand on joue tout seul. Il y a une genre d'énergie, je dirais. Enfin, il y a un côté un peu... galvanisant, je trouve, à jouer en groupe. Et je trouve, même le son du saxophone, je trouve que c'est un instrument qui sonne mieux en groupe que tout au seul. Oui, c'est sympa, c'est dynamique, ça réveille. Donc Théophane est là, et moi je vais derrière au fond, et je suis là, moi. Moi, je suis là avec mes cheveux courts. Je trouve qu'à l'école, effectivement, c'est chacun pour soi. Chaque élève est évalué en fonction de son niveau, il a une note, c'est bien, c'est pas bien, faut faire mieux. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moment où les élèves pourraient travailler ensemble avec les compétences de chacun et le niveau de chacun. Voilà. Et en musique, en fait, dans ce que je vis, dans mon expérience, c'est pas ça. On est là, on soutient l'autre, s'il a besoin d'aide, on l'aide, on lui explique. On se soutient aussi vraiment quand on joue les mêmes mélodies. On peut s'appuyer sur l'autre. Et l'autre, il n'est pas là pour nous écraser du tout, il est là pour qu'on joue ensemble quelque chose de mélodique, quoi. Donc, cette transmission de la solidarité, de faire en fonction du niveau de chacun, elle était importante. Je trouve que la musique, c'est important dans la vie. L'apprentissage de la musique, moi, me semble important dans l'ouverture, en fait. Donc maintenant, moi, je fais partie d'un autre groupe, en big band de jazz dans une MJC, où Théophane me rejoint cette année. Je lui dis, allez, viens jouer avec moi. Il me dit, non, viens jouer. Tu vois, Régis, il va te faire des solos. Toi, comme ça, viens. Je dis, d'accord. Et là, c'est chouette. Là, c'est mon fils, On a envie de ça aussi. On a envie d'être fiers de ses enfants, ouais. Bonne soirée, merci encore. La fanfare, une histoire de famille, c'était un reportage de Karine Lelouette, réalisé par François-Charles Domergue. Serge Effez, je le disais tout à l'heure, docteur en médecine, psychanalyste, thérapeute familial. Vous avez notamment signé La fabrique de la famille, où vous observiez l'évolution des familles au XXIe siècle. Et vous venez également de signer Transition, réinventer le genre, qui vient de sortir en poche. Là, à l'instant, on vient d'écouter le témoignage, l'histoire d'Anne-Claire. Dans sa famille, elle, on perpétue la culture musicale, le solfège de parents à enfants. Elle dit jouer tous ensemble, ça transcende les liens familiaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a tout à fait raison. Ça crée un corps familial, un esprit de famille. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent faire partie d'un même groupe et encore plus d'une même famille ? C'est quand on éprouve des choses ensemble, quand on vit, quand on ressent des choses ensemble, et que c'est ça qui fait la cohésion du groupe. Et la musique, bien évidemment, c'est un outil privilégié pour éprouver ensemble, pour s'accorder, prenons un terme musical. Moi, j'aime beaucoup ce terme, parce que l'accordage, c'est de ce dont on parle entre la maman et le bébé. Dès la naissance du bébé, on dit que la mère s'accorde à l'enfant, on dit la mère, le père aussi, bien évidemment, les personnes qui s'en occupent, pour comprendre l'univers intérieur de l'enfant, et que petit à petit, l'enfant s'accorde aussi à la mère. Et c'est cet accordage qui fait qu'on peut
éprouver ensemble, sentir ensemble et se comprendre surtout. Et éprouver ensemble en famille, s'accorder, ça veut dire qu'on peut être chacun un instrument différent parce qu'on a des personnalités différentes, qu'on n'est pas les mêmes, qu'on ne joue pas la même chose au même moment, mais on entend bien quand ça se désaccorde, quand il y a des désaccords à l'intérieur de la famille. Moi, mon travail, puisque je suis thérapeute familial, je reçois des familles, c'est d'être un peu comme un chef d'orchestre qui essaye de les réaccorder. Oui, donc du coup, c'est ce que vous disiez, hein, vous utilisez beaucoup les métaphores musicales. C'est pas anodin pour faire corps, pour faire famille dans le même orchestre. Oui. Et en même temps, cette jeune maman disait aussi que de jouer tous ensemble, ça permet de transmettre à ses enfants d'autres valeurs. Est-ce que ce sont les valeurs de la famille ou pas, les valeurs de l'ouverture, de la tolérance envers l'autre? Oui, et puis on transmet une culture aussi. C'est-à-dire que chaque famille va avoir ses goûts musicaux, les musiques qu'on écoute, les concerts. Éventuellement, on emmène ses enfants. Et puis, dans d'autres familles, ça ne sera pas la musique, ça sera autre chose. Ça sera le sport, ça sera d'autres activités. Mais rien que le fait déjà, par exemple, de voir un film tous ensemble en famille, d'en discuter, c'est une façon de créer ce lien et cette unité. Et la culture, c'est bien plus que les éléments culturels à proprement dit. La culture, c'est la façon dont la famille s'inscrit avec ses spécificités dans la société dans laquelle elle est. La culture, ça commence par la façon dont on mange, dont on boit le café, dont on reçoit les uns les autres, dont les règles de l'hospitalité, enfin tout ça, chaque famille a sa spécificité qui a à voir avec son histoire, hein, qui a à voir avec sa généalogie, et puis qui a à voir avec les processus de transmission à l'intérieur de la famille. Et ça, on l'emporte avec soi. Vous savez, moi je vois beaucoup de jeunes couples aussi qui ont parfois des difficultés, qui sont en crise. Et qu'est-ce qu'on entend à travers ces crises? On entend que deux cultures ont du mal à s'accorder justement parce qu'ils n'en ont pas conscience, mais ils ont été formatés d'une certaine façon autour de tous ces éléments-là, tous ces éléments culturels au sens large. Et après, il faut s'accorder à l'autre, il faut s'adapter à l'autre. On l'a entendu également dans ce témoignage, hein, Serge Effez, ses parents Anne-Claire étaient ouvriers et pour ses parents, la culture musicale, ça n'allait pas de soi. Et son père y est venu sur le tard au moment de la retraite. La musique, ou en tout cas partager une passion commune, ça permet aussi de rapprocher aussi les membres d'une même famille, malgré les différences sociales aussi, d'une génération à l'autre. Oui, ça permet, disons-le, d'accorder les violons, hein, c'est-à-dire ça permet de trouver des éléments qui vont être des éléments communs, des éléments fédérateurs et qui ne sont pas conflictuels a priori. Alors voilà, on peut toujours s'engueuler sur la musique parce qu'on n'a pas exactement les mêmes goûts, mais enfin, c'est jamais très grave. C'est pas comme la politique qui, on le sait, peut provoquer des clashs mémorables à l'intérieur de la famille. Donc c'est un élément a priori aconflictuel, fédérateur, et où chacun peut aussi avoir son propre instrument, ses propres goûts et sa propre spécificité. La famille, ça reste, ou les familles, hein, parce que voilà, les familles, elles sont diverses, hein, comme vous l'étudiez d'ailleurs dans votre ouvrage. Les familles, ça reste encore un modèle culturel pour les plus jeunes. On sait aujourd'hui que les jeunes sont très très connectés aux influenceurs du web. Ils en parlent d'ailleurs comme une autre famille, une autre forme de communauté. C'est-à-dire que la famille, c'est un peu une caisse de résonance des valeurs de la société dans laquelle on est. Alors, elle peut s'accorder à ces valeurs ou au contraire être un peu en porte-à-faux par rapport à ces valeurs. Mais en tout cas, elle est là pour les transmettre. Et que, justement, ces valeurs, elles ont à lutter aujourd'hui contre tout un tas d'autres valeurs que les jeunes vont partager entre eux pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'ils sont très largement influencés par les réseaux sociaux, par tous les réseaux extérieurs, qui vont parfois leur transmettre des choses un peu douteuses, disons, par rapport à leur intérêt ou leur réalité vis-à-vis de ce qu'est le monde aujourd'hui. Donc les parents, enfin la famille même dans son ensemble, a à forger des éléments un peu auxquels les jeunes peuvent s'accrocher comme étant des valeurs un peu intangibles, des valeurs qui vont prendre du sens pour eux parce qu'elles ont trouvé du sens
à l'intérieur du groupe familial dont ils sont issus. Ce qui aujourd'hui peut être un petit peu complexe aussi, c'est-à-dire que la famille, c'est plus la famille d'autrefois avec le pater familias et ses valeurs, la mère, les enfants issus de cette union. C'est bien d'autres choses, la famille. C'est beaucoup de recomposition, c'est beaucoup de groupes. Les jeunes souvent vivent dans plusieurs contextes familiaux différents, parce qu'il y a eu des séparations, des recompositions, etc. Donc tout ça fait que ces questions d'accordage et de références culturelles, elles deviennent plus complexes, mais aussi beaucoup plus riches. Et elles demandent beaucoup plus d'attention vis-à-vis des jeunes. Un jeune peut se trouver tout à fait un porte-à-faux entre un domicile paternel et un foyer paternel et un foyer maternel, par exemple, qui ne va pas partager les mêmes valeurs. Donc, je reprends mon terme d'accordage auquel je tiens beaucoup. Ça demande des accordages à tous les niveaux. On parlait des familles qui reproduisent des pratiques culturelles ou artistiques de génération à génération, et d'autres qui sont dans le rejet total. De toute façon, on se construit toujours comme ou contre. La recette n'a pas changé à ce niveau-là. Non, elle n'a pas changé. On va voir, par exemple, des parents qui ont cherché à apprendre un instrument à leur enfant depuis leur plus jeune âge parce qu'ils se représentaient que c'était la chose la meilleure qu'ils pouvaient lui transmettre. Et ben, on va voir qu'une partie va continuer et va exceller dans cet instrument, puis l'autre va arrêter, dépasser l'adolescence, parce que ça fait partie du fait de s'autonomiser par rapport au désir parental et ne plus se sentir pris dans le désir de ses parents et essayer de forger ses propres envies. Et à l'inverse, les enfants peuvent ensuite éduquer leurs parents à d'autres goûts aussi. Absolument, et d'ailleurs les enfants éduquent de plus en plus leurs parents à une certaine modernité aujourd'hui, parce que pouvoir acquérir la maîtrise de tous ces outils qui nous sont donnés aujourd'hui, et je pense surtout aux outils numériques, a beaucoup inversé l'ordre des générations par rapport au savoir. Pour terminer, Serge Effez, trouver sa place dans l'orchestre de la famille, entre solistes, jouer à plusieurs, c'est important, c'est rassurant en ce moment, surtout dans ces périodes où on parle de fracture, de division, où on n'y voit pas trop clair, d'incertitude. C'est important, c'est une identité. La famille, c'est avant tout une identité, c'est un nom de famille, c'est une appartenance, c'est différencier le dehors et le dedans, c'est différencier les familiers des étrangers. Donc tout ça est important, et surtout, les familles étant forcément beaucoup plus ouvertes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient autrefois, c'est aussi ça peut être, dans le meilleur des cas, une école du partage, de la démocratie et des règles communes. Merci beaucoup, Serge Effez, pour vos éclairages et vos lumières. Transition, réinventer le genre, ça vient de sortir en poche. Merci beaucoup. Merci. Entre eux et nous, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et restons solidaires. Entre eux et nous est une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale.